Bonjour à tous. Alors attendez, il faut juste que j'enlève ça. Voilà. Donc bienvenue dans ce TP de biochimie pour le BTS Bioanalyse et Contrôle. Un TP encore une fois à distance à cause du confinement. Et aujourd'hui un TP très intéressant, très particulier. C'est un TP d'initiation. C'est la première fois que nous allons faire ensemble un TP d'enzymologie. Et pour ce TP d'initiation d'enzymologie, nous allons travailler sur cette enzyme qui est la bêta-gale, que vous connaissez bien, que vous avez déjà bien étudié en TP de microbio, la bêta-galactosidase. Autre enzyme qu'on appelle aussi la lactase chez l'homme. Elle fait la même réaction. Elle hydrolyse le lactose, ici, cétose. Elle l'hydrolyse, elle coupe la liaison ici. On verra ça quand on fera le cours de biochimie de deuxième année sur les glucides. Ça s'appelle une liaison glycosidique, une liaison O-glycosidique, qui vient libérer cette partie-là de celle-là. Et ça donne deux parties, deux oses, qui sont d'une part le galactose, bas, O, O, c'est le galactose, bas, O, bas, c'est le glucose. D'accord ? Qu'est-ce qui permet de couper ici cette liaison glycosidique? Eh bien, c'est tout simplement une molécule d'eau. C'est l'eau qui vient découper. Alors vous allez me dire, bah non monsieur, il y a une enzyme. Oui, mais rappelez-vous, l'enzyme n'est que le catalyseur, le cocon qui permet à la molécule d'eau et à la molécule de lactose d'être suffisamment rapprochées et de se passer dans des bonnes conditions, des conditions optimales d'hydrolyse. Par ailleurs, ici vous avez le C-number, et le C-number commence par un 3, c'est une classe enzymatique qui correspond aux hydrolases. D'accord ? Donc gardez ça en mémoire, hein. Ça veut dire que la molécule de lactose en présence d'eau pourrait s'hydrolyser, mais très lentement, et que le catalyseur, c'est-à-dire l'enzyme, la bêta-gale ou la lactase, ne fait que accélérer la réaction. Okay ? Et il se trouve que cette enzyme, elle aime bien ce substrat lactose, mais en fait elle a une spécificité large. Et en fait ce que fait l'enzyme, c'est qu'elle reconnaît spécifiquement dans le lactose, elle reconnaît cette partie-là, qui est le galactose, et elle reconnaît cette partie-là, qui est la liaison bêta-glycosidique, vers le haut. Autrement dit, on dit qu'elle reconnaît les bêta-galactosides. Galactoside, c'est-à-dire un résidu galactose avec une liaison bêta, et lié à un autre regroupement. Alors, cet autre regroupement, ici, c'est le glucose, et l'ensemble forme le lactose. Elle est capable d'hydrolyser le lactose. Mais elle est aussi capable, cette enzyme, la bêta-gale, d'hydrolyser l'ONPG. Et l'ONPG, assurément, vous connaissez. D'accord ? Quand vous faites l'expérience, il me semble que c'est une pente de Kliger, vous avez une certaine couleur, vous dites, oh là, c'est lactose moins, et vous dites, est-ce qu'elle est bêta-gale moins? Si elle est lactose moins, et vous faites un test ONPG. C'est-à-dire que vous avez un tube incolore qui contient une certaine quantité d'ONPG dans lequel vous venez dissoudre un petit peu votre colonie bactérienne qui vient de la pente du Kliger. Et vous mettez tout ça à chaud, à 30 degrés, et puis vous regardez s'il y a une coloration qui apparaît, coloration jaune. Et bien là, voilà cette expérience. Là, on est en TP de bioche. Donc, le substrat qu'on va donner à notre enzyme, la bêta-gale, qui ne viendra pas du tout d'une colonie bactérienne, hein. Là, on travaille sur de la vraie bêta-gale purifiée. Donc son substrat, c'est l'ONPG. Intervient la molécule d'eau et l'enzyme va catalyser cette réaction, elle va accélérer cette réaction de la molécule d'eau qui vient couper ici le bêta-galactoside. Seulement voilà, ici ce n'est pas du glucose. C'est quoi? C'est un résidu orthonitrophényle. Alors, ortho, c'est la position sur le cycle par rapport à cet oxygène. Ortho, méta, para. Donc en ortho, on a un groupement nitro. Ici, c'est un phényl. Donc orthonitrophényle, hydrolysé, libère ici de l'orthonitrophénol. L'oxygène a récupéré un hydrogène. On a un groupement alcool sur un phényl, ça donne donc un phénol. Donc on est en orthonitrophénol. Voilà l'orthonitrophénol. Et il s'avère que l'ONPG, s'il est incolore, c'est un substrat chromogène, il devient un produit coloré. L'orthonitrophénol, qui lui absorbe à 420 nanomètres, et donc on a une couleur qui apparaît qui est jaune. Plus le produit ONP apparaît dans le tube, plus le tube devient jaune. Donc on est en spectro visible. D'accord ? Donc voilà sur quoi va reposer ce TP d'initiation sur la bêta-gale. Alors, première partie du TP, vous allez voir que cette première partie, ce n'est pas
directement la partie Michaelis-Menten. C'est plutôt une partie qui cherche à évaluer les meilleures conditions expérimentales. Première partie, cinétique d'apparition de l'orthonitrophénol, de l'ONP. La courbe, c'est le produit en fonction du temps. Alors, le protocole, ce protocole, vous y aurez accès via le Drive. Et puis, je vous ai fait des dessins pour vous expliquer un petit peu le protocole. On nous demande tout d'abord de préparer 2 fois 10 cuves spectraux, autrement dit 20 cuves spectraux. Les 10 premières vont s'appeler T1, puis, alors vous voyez, en fait ça correspond à des temps. Il va y avoir cuve T1, cuve T2, T3, T4, T5, T10, T15, T20, T30, T40. Donc je vous ai fait un dessin. Vous allez préparer dans un premier temps 10 cuves de T1, T2, T3, T4, T5, 10, 20, 30, 40. Et puis 10 autres cuves de T1' à T40', vous les préparez. D'accord? Vous les notifiez, hop, pour être sûr qu'on sache exactement quelle cuve est la bonne. Parce que chaque cuve, en fait, va correspondre à un temps de prélèvement. Dans chacune de ces cuves, vous allez mettre, toutes les cuves contiendront 1 ml de carbonate de sodium. Alors, c'est quoi le carbonate de sodium? Le carbonate de sodium, c'est une solution qui va proposer à l'enzyme, parce que l'enzyme va se retrouver dans ce carbonate de sodium à un moment précis, va proposer un pH élevé. Alors qu'en réalité, le bon pH optimal de catalyse se trouve à 4,5, et en présence de carbonate de sodium, le pH est trop élevé, et à ce moment-là, l'enzyme s'arrête de travailler. Ça va être très intéressant en fait de pouvoir arrêter la réaction à un moment précis, telle manière de pouvoir dire, ok, il s'est passé telle variation de temps. Pendant telle variation de temps, combien j'ai eu d'apparition de produits. Donc en fait, c'est pour contrôler le temps. Donc chacune de mes cuves, je les prépare d'abord, T1, T40, T1', T40, et dans chacune de mes cuves, je vais mettre 1 ml de carbonate de sodium en attente. Et mes cuves, elles attendent. Et voilà, on va commencer à préparer la catalyse. Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe dans 3 tubes. 3 tubes. Tube premier qu'on appelle tube cinétique, un tube témoin T' qu'on va appeler le témoin cinétique, et un dernier tube qui est le blanc. Alors, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il y a dans ces tubes et pourquoi il y a ça précisément dans ces tubes. Dans tous ces tubes, tout d'abord, on commence par mettre l'ONPG 2,5 millimolaire. Alors, l'ONPG, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ONPG, c'est le substrat chromogène qui est incolore. Donc, j'en mets où? Je mets 2 ml dans le tube cinétique et je mets 2 ml dans le témoin cinétique. Allons-y. J'ai donc 3 tubes, tube cinétique, témoin cinétique, tube blanc, j'ai 3 béchers. Ici, j'ai mon substrat ONPG, donc j'ai un bécher d'ONPG qui est mon substrat. J'ai un bécher qui contient mon tampon pH 4,5 et puis j'ai un autre bécher qui contient l'enzyme, la bêta-gale. On me dit mettre 2 ml dans le tube cinétique. Donc je prends ici mon substrat et je le mets dans mon tube cinétique. Est-ce que j'en mets ensuite dans le témoin? Oui, 2 ml dans le témoin cinétique. Donc je prends de nouveau du substrat et je mets dans le témoin cinétique. Est-ce que j'en mets dans le tube blanc? Non, j'en mets pas dans le tube blanc, je mets rien. Ensuite je mets du tampon. pH 4,5 c'est le pH optimal de l'enzyme. 0,1 molaire c'est la force de mon tampon. Je dois mettre 12 ml dans le tube cinétique, 13 dans le tube témoin et 14 dans le blanc. Et là vous allez me dire, mais monsieur, mais comment c'est possible? On met des volumes variables, on ne sera pas dans les mêmes conditions de volume final dans chaque tube? Eh bien si, justement, vous devez considérer ici ce tampon comme la variable d'ajustement du volume final. Parce que si au final vous regardez les volumes finaux dans chacun des tubes, eh bien vous avez 2 plus 12, 14 plus 1, 15, 2 plus 13, 15, 14 plus 1, 15. Donc ce volume variable ici de tampon n'est rien d'autre que la variable d'ajustement pour être dans un volume final partout égal dans mes 3 tubes. Et ça c'est important. Donc allons-y. Je prends mon tampon et puis je vais en mettre dans chacun de mes tubes. Alors, je ne mets pas les mêmes volumes. Finalement, je ne suis pas à la même hauteur, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a pas la même chose dans tous mes tubes. Pour l'instant, j'ai pas mis la même chose, donc
Donc voilà. Donc mon tampon, dans mes 3 tubes, a des volumes différents. Revenons au protocole. Tout d'abord, on me dit de chauffer, de préchauffer 10 minutes à 30 degrés. Alors pourquoi? Eh bien, il faut toujours faire en sorte que le substrat et le tampon qui vont accueillir l'enzyme, c'est-à-dire au moment où l'enzyme va arriver, qu'elle se trouve déjà dans un milieu qui soit au bon pH et à la température optimale. La température optimale, c'est à 30, donc il faut au préalable, et ce sera très important, préchauffer vos tubes dans un bain-marie à 30 degrés Celsius. Et à ce moment-là, quand tout sera prêt, vous aurez le droit de rajouter l'enzyme. Comprenez bien qu'on fait de la cinétique, c'est-à-dire on mesure en fonction du temps. Donc au moment même où vous rajoutez 1 ml d'enzyme, il faudra allumer le chronomètre. Donc vous rajoutez 1 ml d'enzyme, vous homogénéisez votre tube avec un parafilm et vous déclenchez le chronomètre à T égale 0. Clic. Et le chronomètre est déclenché. Et vous mettez votre tube dans le bain-marie. Ok? Alors, l'enzyme, on en met où? 1 ml dans le tube cinétique, on n'en met pas dans le témoin cinétique et on en met dans le blanc. Donc allons-y, prenons l'enzyme, on en met ici dans le tube cinétique, on n'en met pas dans le témoin cinétique, et puis on en met ici dans le tube blanc. Et là, si j'ai bien travaillé, ce que vous devez repérer, c'est que, grosso modo, voilà. Ce que vous devez repérer, c'est qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'au final, il n'y a pas un tube qui est identique. Regardez, ici j'ai 3 couleurs, ici j'ai 2 couleurs, bleu-vert, ici j'ai 2 couleurs, rose-bleu. Il n'y a pas un tube qui est identique. Et comprenez bien que le contenu de ces tubes est spécifique du tube. Chaque tube a un rôle. Et vous devez exactement comprendre quel est le rôle de chaque tube. Et pour comprendre le rôle de chaque tube, il faut comprendre ce que fait les constituants de chaque constituant présent dans chaque tube. Premièrement. Deuxièmement, autre chose à observer, c'est que le niveau final, le volume total est identique. Et ça, c'est grâce à quoi? Eh bien, c'est grâce à mon tampon qui n'est pas en même quantité dans chacun des tubes. Donc le tampon, c'est la variable d'ajustement pour avoir les mêmes conditions expérimentales, notamment en termes de volume final. On y est. Essayons maintenant de comprendre l'intérêt de ces 3 tubes. Comparons tout d'abord le tube cinétique et le tube témoin cinétique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun substrat, tampon. Bon. L'un a de l'enzyme et l'autre n'en a pas. Alors on se dit, voilà, il n'a pas d'enzyme, il n'y aura pas de coloration jaune. Eh bien c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous, l'enzyme n'est que le catalyseur pour accélérer la réaction. Or, qui hydrolyse la liaison glycosidique? C'est la molécule d'eau. Donc autrement dit, ici, le substrat qui est dans ce tube, ça se trouve, il va y avoir une molécule d'eau qui va hydrolyser ce substrat et libérer du produit, donc une coloration jaune. Vous l'aurez compris, je l'espère, cette réaction sans catalyseur est très lente. Pas pour rien qu'on appelle ça un catalyseur ici. Donc, oui, il y a un peu de substrat qui est hydrolysé. Donc, il y a une partie de l'absorbance qui se réalise sans catalyseur. Or, justement, ça nous embête. Pourquoi ça nous embête? Parce que c'est un TP qui veut étudier les paramètres de l'enzyme. Donc, on ne veut pas avoir de l'absorbance qui n'est pas due à l'enzyme. Donc, on est obligé de faire un témoin cinétique, c'est-à-dire sans enzyme. Et le peu de variation d'absorbance qu'on verra sur ce témoin sera à retirer à l'expérience cinétique. Comme ça, on enlève la partie de produit qui s'est faite toute seule, sans l'enzyme. Voilà la différence entre ces 2 tubes. J'espère que vous avez bien compris. À quoi sert alors ce tube blanc? Bon, eh bien, le tube blanc, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce tube blanc, il n'y a pas de substrat. Il n'y a pas de substrat chromogène. Autrement dit, c'est impossible que le jaune apparaisse. Alors, pourquoi le faire? Bien, parce que peut-être que finalement le tampon et l'enzyme contribuent à une partie de la variation d'absorbance par rapport à de l'eau tout court. Bon. Et donc, cette petite variation d'absorbance due au réactif, d'accord, eh bien, on veut aussi l'enlever. Autrement dit, chacune de mes cuves spectro sera à mesurer contre semblant. Donc, on fera le zéro du spectro à partir de ce tube blanc, premièrement.
Et deuxièmement, à chacun des temps, parce que c'est en fonction des temps qu'on va mesurer, hein, à chacun des temps, eh bien, on aura un temps pour le tube cinétique et le même temps pour le témoin cinétique. Et donc, à chaque fois, il faudra retirer l'absorbance. Par exemple, on va faire une mesure à 5 minutes. Eh bien, l'absorbance à 5 minutes du témoin cinétique, qui sera très faible, sera à retirer à l'absorbance 5 minutes du tube cinétique. D'accord? Donc là, c'est un phénomène de soustraction. Ici, on fait le zéro du spectro, donc on s'en occupe plus, c'est le spectro qui fait la soustraction. Mais là, vous avez, vous, une soustraction à faire dans votre compte-rendu. Ok? Je reviens au protocole. J'ai mis mon enzyme, j'homogénéise, et puis, on me dit quoi? J'allume mon chrono. J'ai mon tube cinétique, j'ai allumé mon chrono, 0, 1 seconde, 2 secondes, jusqu'au temps 1 minute. Qu'est-ce que je fais au temps 1 minute? Je dois prélever 1 ml de mon tube, le mettre immédiatement dans la cuve TI. Alors TI, c'est T1, à 2 minutes, c'est T2, à 3 minutes, à 40 minutes, c'est T40. Donc je le mets dans la bonne cuve, j'homogénéise ma cuve avec un parafilm, et je lis cette cuve à 405 nanomètres, bien évidemment, contre le blanc, c'est-à-dire j'ai déjà fait mon zéro spectro. Ok? Alors, un petit dessin. Donc là, j'ai mon tube cinétique. Je vous rappelle que j'ai déjà déclenché mon chrono. Et j'ai mis à 30 degrés. Et le jaune commence à apparaître. D'accord? Et là, je m'approche de 1 minute. 50 secondes, 51. Je prépare ma pipette. Je la mets sur 1 ml. 52 secondes, 53 secondes. Je prélève mes 1 ml. Je les prélève. 57 secondes, 58. Et arrivé à 1 minute précisément, ce 1 ml, je le mets dans ma cuve T1. Ma cuve T1, pourquoi? Parce que je suis à 1 minute. Si j'étais à 40 minutes, je le mettrais dans ma cuve T40. Cette cuve T1 contient déjà 1 ml de carbonate de sodium, et on l'a dit tout à l'heure, le carbonate de sodium sert à arrêter la réaction. Et là, vous voyez un truc, j'espère que vous le voyez bien, c'est que mon jaune, ici, va venir se mélanger avec le carbonate de sodium qui, en réalité, est incolore. Je vous ai mis une petite couleur, mais c'est pour qu'on le voit, hein, mais en réalité, est incolore. Et comprenez bien que si vous le mélangez, eh bien, votre jaune va être moins jaune. De combien? Eh bien, j'ai pris 1 ml et je l'ai mis dans 1 ml. Autrement dit, j'ai fait une dilution par 2. Voilà un coefficient facteur correcteur de dilution égal à 2 que vous devrez bien évidemment reprendre dans votre compte-rendu d'ETP. D'accord? Donc n'oubliez pas ce facteur correcteur de dilution. Ici, dans ma cuve, après avoir mis un parafilm, je vais homogénéiser la cuve et donc j'aurai une absorbance qui paraîtra 2 fois moindre que celle qui était dans mon tube. Et le chrono continue. Le chrono continue dans ce tube-là. Arrive le temps 2 minutes. 2 minutes, je prélève 1 ml, je mets dans la cuve T2. Allons-y. Seulement voilà, avant de prélever mon ml, il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que entre le temps T1 et le temps T2, l'enzyme est toujours là, elle travaille. Autrement dit, ici, tout le milieu réactionnel a continué de travailler. Autrement dit, la couleur de mon tube est devenue un petit peu plus jaune. J'étais jaune comme ça avant, je deviens jaune comme ça après. Voilà. Et je prélève, arrivé à 1 minute 50, je prélève 1 ml, et arrivé à 2 minutes pile poil, je dépose mon 1 ml dans la cuve T2. Et vous voyez bien que ici, cette couleur-là diluée et cette couleur-là diluée est plus foncée. Arrivé à 3 minutes, donc entre 2 et 3 minutes, bien évidemment, la couleur, encore une fois, elle s'est assombrie, elle est devenue encore plus jaune. Voilà. Et arrivé à 2 minutes 50, je prélève mon ml, et je le mets ici dans ma cuve. Et ce que l'on voit bien, c'est qu'au cours du temps, mes cuves diluées par 2 sont de plus en plus jaune foncé. Ok? Et là, j'espère qu'il y en a parmi vous qui réagissent un peu et qui me disent « Mais monsieur, nous ne sommes plus du tout dans les conditions expérimentales. Regardez monsieur, vous avez bien la bonne température, mais votre volume ici, le volume final du milieu réactionnel n'arrête pas de diminuer. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes conditions expérimentales. » C'est une bonne réflexion de votre part. Sauf que, il faut que vous compreniez un truc, c'est qu'on ne réfléchit pas ici en termes de quantité de produit qui apparaît, mais plutôt en termes de concentration. Parce que la mesure du signal qui est faite ici, c'est une mesure d'absorbance, et intervient la loi de Beer-Lambert qui nous dit que
absorbance égale epsilon LC. Autrement dit, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc on cherche à savoir une concentration. Rappelez-vous cette métaphore. Une bouteille de coca et des verres. J'ouvre ma bouteille de coca, qui est un marron noir, et je sers un verre de coca. Quelle est la couleur dans le verre? Marron noir. Quelle est la couleur dans la bouteille? Marron noir. C'est pas le fait d'avoir enlevé un volume, un verre, qui a changé la couleur ici. Autrement dit, on est dans les mêmes conditions de couleur. Le fait de prélever un volume ne modifie pas la concentration. Ok? Donc, en termes de conditions expérimentales, le fait de prélever des volumes ne modifie pas les conditions expérimentales de mon expérience. Pourquoi? Parce que ici, le signal mesuré est une concentration. Mais vous allez me dire, mais monsieur, la concentration, vous voyez bien qu'elle évolue, puisqu'on n'a pas les mêmes couleurs. Eh bien oui, justement, c'est ça qu'on veut mesurer. C'est en fonction du temps, la variation de concentration du produit ONP. Donc on est bien dans les bonnes conditions expérimentales, même si le volume diminue, mais en même temps, on va suivre l'augmentation de la concentration de l'ONP. Ok? Revenons au protocole. Donc, on va faire ça jusqu'à T40, et une fois qu'on a fait ça jusqu'à T40, eh bien, on fait la même chose avec le témoin. Parce que comprenez bien qu'on ne pouvait pas faire les deux tubes en même temps. Donc, on fait tout d'abord le tube cinétique de 1 minute à 40 minutes, et on fait la même chose avec le tube témoin cinétique. Donc, le tube témoin cinétique, clac, j'enclenche mon chrono, 0 secondes, 10 secondes, 20 secondes, arrivé à 50 secondes à 30 degrés Celsius de mon témoin cinétique, je prélève un ml. Voilà. Je prélève un ml, je le mets dans T1'. Bien évidemment, la réaction continue de jaunir. Alors, bon, là je vous ai fait une couleur de jaune, mais en réalité c'est un témoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enzyme. Donc en réalité, il va y avoir pratiquement aucune molécule d'ONP, quasiment aucune. Il va y en avoir, mais pas beaucoup. Donc on n'aura pas du tout une coloration jaune pâle, mais alors vraiment pas du tout. Et on va jusqu'à T40'. Ok? Alors je vous ai mis ici, je vous ai dit ensuite, une fois que vous avez fini l'expérience, remplir la feuille de résultat numéro 1. Et voici donc la feuille de résultat numéro 1. Et dans cette feuille de résultat numéro 1, je vous ai mis les temps pour la cinétique témoin et pour la cinétique avec enzyme. Et je vous ai mis les absorbances, les résultats expérimentaux. Et ce que vous voyez ici, c'est que ça oscille entre 2 10-3 et 6 10-3 d'absorbance. Donc c'est des valeurs quasiment nulles, d'accord? Donc ça n'a pas vraiment d'incidence. N'empêche que il faut réellement retirer ces valeurs d'absorbance à chacun des temps. Vous devez retirer l'absorbance témoin à l'absorbance cinétique réelle en présence d'enzymes. Ok? Et on en vient alors à la deuxième partie de ce TP, qui est la partie la plus intéressante, puisque dans cette deuxième partie du TP, on va véritablement s'intéresser aux paramètres cinétiques de l'enzyme, le Km et le Vmax, les paramètres déterminés par les courbes de Michaelis-Menten. Alors voici le protocole, et là encore, vous allez voir que ce protocole d'Enzymo est très particulier. La théorie de ce protocole est importante à comprendre, c'est-à-dire le timing, la gestuelle. Donc c'est très intéressant de le voir à distance. Assurément, il faudra à tout prix le faire en vrais travaux pratiques en présentiel. Là, pour le coup, on commence en tube à hémolyse. Il n'y a pas que 3 tubes, il y a 11 tubes. Le premier tube est juste le tube 0 qui nous servira à faire le blanc, et au final, vous avez derrière 10 autres tubes. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces tubes? Eh bien, contrairement à tout à l'heure où on avait le substrat ONPG qui était à 2 ml dans le tube cinétique et 2 ml, donc on était en 2,5 millimolaires, on avait mis le même volume, donc on était en même condition de substrat. Donc cette première expérience, c'est les mêmes conditions expérimentales de substrat. Ça bouge pas. Eh bien ici, on est dans des volumes croissants de substrat. Et là, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette expérience-là, c'est le Michaelis-Menten. Rappelez-vous, le Michaelis-Menten, sur l'axe des abscisses, vous avez sur l'axe des abscisses, vous avez un substrat, une concentration en substrat. Donc tout à l'heure, on n'était pas en Michaelis-Menten. Tout à l'heure, on avait quoi en abscisse? On avait le temps. Le temps, plus l'ONP qui apparaît, donc le signal,
et puis on a une courbe croissante. En fonction du temps, on voit l'ONP qui apparaît. Donc comprenez bien que la pente n'est rien d'autre qu'une vitesse. Et puis il apparaît, on voit donc une pente qui est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc la première partie du TP, elle sert à quoi? Elle sert à déterminer pendant combien de temps cette vitesse est constante, c'est-à-dire c'est déterminer les conditions initiales. C'est une notion importante qu'on a vue en enzymologie. Déterminer les conditions initiales, c'est-à-dire pendant combien de temps on est en condition initiale. Parce qu'à un moment donné, dans le tube, dans la première expérience, il n'y a plus assez de substrat. Et donc la vitesse commence à s'infléchir. Alors vous allez me dire, mais monsieur, dans cette première partie, on a une hyperbole, c'est un Michaelis-Menten. Non, c'est pas parce qu'on a une hyperbole que c'est un Michaelis-Menten. Vous devez toujours parfaitement regarder l'axe des abscisses, c'est le temps. Et ce que l'on voit, c'est que pendant un certain temps, au départ, pendant un certain temps, eh bien, la vitesse est constante. On a une droite. Et le but de la première partie du TP, c'est de déterminer pendant combien de temps on est en vitesse initiale constante. Ça, c'est la première partie du TP. Et ce temps qu'on va trouver, imaginons qu'il soit égal à 3 minutes, ce sera à vous de le découvrir. Ce temps qu'on va trouver, on va l'appliquer à cette deuxième partie du TP. C'est-à-dire que dans cette deuxième partie du TP, ce qui va varier n'est plus du tout le temps. Ce qui varie ici, c'est la quantité de substrat par tube. Donc je modifie la quantité de substrat par tube. Et j'espère que vous comprenez bien que en science, dans une expérience, on ne fait varier qu'une seule variable à la fois. Tout à l'heure, on a fait varier le temps. Eh bien, ici, ce qu'on fait varier, c'est le substrat. Autrement dit, vous ne pouvez plus faire varier le temps. Donc, quel temps on prend pour cette expérience numéro 2? Eh bien, on prend le temps qu'on a trouvé pour l'expérience numéro 1. Et là, pour ce TP, le temps de catalyse que je vous impose est de 3 minutes exactement. Je ne vous dis pas que c'est la solution que vous allez trouver à la première partie, hein. Mais en tout cas, pour cette deuxième partie, je vous impose un temps de 3 minutes. Et donc, puisqu'on est en substrat variable sur chacun des tubes, ça veut dire qu'en abscisse, on a concentration substrat variable, eh bien, c'est un Michaelis-Menten. Ok? Alors, on nous dit, dans vos tubes, eh bien, vous faites des volumes croissants à la même concentration que la première expérience, donc on est dans les mêmes conditions expérimentales, mais volume croissant en substrat. Et puis, là vous avez mis 0 ml de substrat, vous mettez 2,8 ml de tampon, et là vous avez mis 2,8 ml de substrat, vous mettez 0 ml de tampon. Comprenez bien que, là encore, le tampon c'est la variable ajustable pour être sûr qu'au final on ait le même volume total. 2,8 à la fin de ces deux lignes, 2,8 ml, auquel je vais rajouter partout la même quantité d'enzymes, 0,2 ml. Donc au final, je serai à 3 ml. Et à ces 3 ml, je vais rajouter partout, pour arrêter la réaction, du carbonate de sodium. Je rajoute partout 1 ml de carbonate de sodium. Donc je serai à 4 ml. Ce qui veut dire que tous mes tubes seront au même volume final de 4 ml. Ce volume final de 4 ml, c'est le volume de lecture. Vous en aurez besoin tout à l'heure, hein, pour ce qui est de la partie compte rendu. 4 ml volume de lecture, mais 3 ml le volume de milieu réactionnel. La réaction se déroule dans les 3 ml et je rajoute 1 ml pour arrêter la réaction. Ça me fait donc 4 ml et c'est sur ces 4 ml que je vais lire en spectro. C'est une différence, 4 ml, 3 ml, qu'il faudra bien prendre en compte pour le compte rendu. Ok? Un petit dessin. Je vous ai fait une diapo. Donc là encore, j'ai mes tubes, mes 11 tubes, qui sont prêts, qui sont vides. J'ai mon substrat, mon tampon, mon ONPG. Qu'est-ce que je dois faire? On me dit, dans un premier temps, mettez du substrat croissant. Donc je prends mon substrat et j'en mets de manière croissante dans tout mon tube. Et vous voyez bien que dans le tube 0, il n'y a pas de substrat. Il y en a un petit peu dans le tube 1, etc. Et que ça monte jusqu'à 2,8 ml dans le tube 10. Et puis on me dit, complétez chacun de vos tubes de manière à arriver à 2,8 dans chacun de vos tubes. Donc je complète. Et donc je suis à la même hauteur finale de 2,8 dans tous mes tubes. Et je n'ai pas mis de tampon dans le tube 10. D'accord. Ensuite on me dit, je reviens au protocole, on me dit, on préchauffe bien évidemment le substrat et le tampon à 30 degrés pendant 5 minutes. Et au temps indiqué,
ajouter 0,2 ml d'enzyme. Alors, je vais rajouter 0,2 ml d'enzyme dans tous les tubes, mais pas au même moment. Et c'est là la petite subtilité de cette partie, ce TP qui est très important, comprendre bien la gestuelle. Il y a un décalage dans le temps, et c'est ça qui est génial. Regardez bien. À 0 minute, je rajoute 0,2 ml. Dans mon tube 0, je rajoute 0,2 ml d'enzyme. Et quand est-ce que j'arrête la réaction? Eh bien, je l'arrête à 3 minutes exactement. Donc, autrement dit, dès que je mets mes 0,2 ml d'enzyme, clic, j'enclenche mon chronomètre. J'enclenche mon chronomètre et au bout de 3 minutes, je rajoute 1 ml de carbonate de sodium. Est-ce que pendant ce temps-là, entre 0 et 3 minutes, je me tourne les pouces? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je laisse un laps de temps suffisant pour pouvoir me déstresser, pour pouvoir boire un café. Et arrivé à 30 secondes, eh bien pile poil à 30 secondes, je rajoute 0,2 ml d'enzyme dans mon deuxième tube, le tube numéro 1. Je rajoute mes 0,2 ml. Et quand est-ce que je vais arrêter la réaction? Je vais l'arrêter au bout de 3 minutes. C'est-à-dire chacun de mes tubes est arrêté au bout de 3 minutes. Mais j'oublie pas que comme là j'ai commencé à 30 secondes plus 3 minutes, ça fait 3 minutes 30. Ensuite à 1 minute plus 3 minutes, ça fait 4. 1 minute 30 plus 3 minutes, 4,30. 2 minutes plus 3 minutes, ça fait 5. 2 minutes 30 plus 3 minutes, ça fait 5,30. 2 minutes 30 plus 30 secondes, ça fait 3. Mais là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que si je fais ce tube-là, à 3 minutes, je lui rajoute 0,2 ml d'enzyme, ça fait le temps sur mon chrono à 3 minutes. Or, à 3 minutes, j'ai déjà du taf, j'ai déjà du boulot. À 3 minutes, j'ai un tube à arrêter. Le premier tube, je dois l'arrêter. Donc là, il y a un souci. Et c'est ça qui est intéressant avec ce protocole, c'est-à-dire que comme je suis pris au temps 3 minutes, 3,30, 4, 4,30, 5 minutes, 5,30, eh bien, j'ai rien à 6 minutes. Donc à 6 minutes, je vais m'occuper de ce tube-là. Et à 6 minutes, pile poil, je vais rajouter 0,2 ml dans ce tube. Donc je rajoute 0,2 ml à 6 minutes dans ce tube-là. Et donc, ce tube-là, je l'arrête quand? Eh bien, je l'arrête à 6 minutes plus 3 minutes. C'est-à-dire, je l'arrête à 9. Ensuite, le tube suivant, je le démarre à 6,30. 6,30 plus 3 minutes, ça fait 9,30. Donc, ça ne se chevauche pas. 7, 7,30, 8 minutes. OK? 8 minutes. Est-ce que ça pose problème? Eh bien, le tube suivant, le temps suivant de travail est à 9 minutes. Donc, regardez bien les temps. Je vais vous faire un zigzag. Regardez bien. 0, 30, 1, 1,30, 2, 2,30. Puis, carbonate de sodium. 3, 3,30, 4,30, 5, 5,30. J'ai fini avec les carbonates de sodium pour cette première série de tubes. Et je passe à la deuxième série de tubes. 6 minutes, 6,30, 7, 7,30, 8 minutes. Je rajoute l'enzyme. Et enfin, je termine cette série de tubes en carbonate de sodium, 9 minutes, 9,30, 10, 10,30, 11. Donc, j'espère que vous avez compris, il y a une gestuelle particulière, enzyme, carbonate de sodium, enzyme, carbonate de sodium. D'accord? Donc au final, tous mes tubes auront de l'enzyme qui va travailler sur le substrat, sauf bien sûr ce tube 0 qui n'aura pas de substrat. Et arrivé à 3 minutes, eh bien, chacun de mes tubes, je vais le rajouter, mais seulement au bout de 3 minutes, je vais rajouter le carbonate de sodium qui va venir éteindre l'activité enzymatique. Et bien évidemment, à chacun de mes tubes, je vais lire l'absorbance à 405 nanomètres. Ok? Donc on nous dit, effectivement, homogénéiser après avoir mis le carbonate de sodium, et puis contre le tube 0, donc ici pour le blanc, ça sera le tube 0, on lit à 405 nanomètres. Ensuite, il n'y a plus qu'à lire les résultats. Donc, feuille de résultat numéro 2. Pour chacun des tubes où il y a du substrat, donc là ici je vous ai mis volume de substrat 0,1 jusqu'à 2,8 ml, je vous ai mis les variations d'absorbance, et donc vous allez devoir me remplir ce tableau et puis répondre aux questions qui suivront. Voilà, j'espère que ce TP va vous plaire. Il est très 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 intéressant. Le compte-rendu est très 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 important. Bien évidemment, alors pour cette partie 2 ici, je vous demande assurément de travailler avec Excel et pas avec Regressi, de me faire la représentation en double inverse en Lineweaver-Burke et d'utiliser les fonctions Excel qui sont les fonctions pente et ordonnées à l'origine. On a déjà vu ça ensemble en cours d'informatique. Alors bien évidemment, si vous ne vous rappelez plus, vous n'hésitez pas, vous me renvoyez un mail. Il est hors de question
que vous ayez un souci. D'accord? Dès que vous avez un souci, vous m'envoyez un mail. Vous ne restez pas bloqué, s'il vous plaît. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds. Je ne vous donne pas forcément la réponse, mais je vous donne autant de mails que nécessaire pour que vous arriviez à faire ce travail entièrement. Une fois que c'est fait, vous me l'envoyez. Vous m'envoyez votre compte rendu, le document Excel, le document traitement de texte pour le compte rendu de ce TP. Voilà, j'espère que ce TP vous aura plu, qu'il vous plaira et que vous y trouverez beaucoup d'intérêt. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!